Bonjour et bienvenue dans la 5e saison du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène à la rencontre des brasseurs belges. En Belgique, la bière c'est sacré. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour 11 millions et demi d'habitants, la Belgique compte environ 300 brasseries. Certaines sont de véritables institutions, créées depuis plus d'un siècle, avec une vraie histoire et une énorme tradition. D'autres sont bien plus récentes, comme celle que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 1, Nino Bassel, brasserie de Rank à Moucron. La brasserie de Rank ne fait pas partie des brasseries belges historiques qui ont 100 ans ou plus. Nino Bassel commence à commercialiser sa bière en 1994, avant de s'associer 2 ans plus tard avec Guido de Vos. Très vite, de Rank réussit à se frayer une place sur le marché belge grâce à sa XX Bitter, une bière légère en alcool mais avec une amertume puissante. Car dans cette brasserie, le houblon est considéré comme l'ingrédient principal de la bière. Bonjour, moi je suis Nino Bassel, je suis le brasseur de la brasserie de Rank à Dottigny, en Belgique. Et soyez le bienvenu à la brasserie. On est à côté de Moucron, à quelques kilomètres de la frontière avec la France. Ce qu'on peut dire pour débuter cette histoire, Nino, c'est que la bouteille, chez toi, c'est une histoire de famille. Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu né dans la bouteille, disons. Mon grand-père a commencé un commerce de bière, embouteillage de bière et limonade et eau gazeuse dans les années 30, 1930 en fait, à Wevelgem. Mon père et ma mère ont continué cette histoire après la Deuxième Guerre. Moi, j'ai commencé à travailler dedans en 1973, très jeune. Mais c'était les années difficiles parce qu'il y avait juste les supermarchés qui étaient en train de dominer le marché. Et donc, avant, on faisait encore la vente à domicile. Et donc, ça a presque complètement disparu pendant que c'était notre spécialité. On vendait beaucoup de bière et j'avais du coup visité beaucoup de brasseries. J'étais plus intéressé par la bière que par la limonade. J'ai décidé tout seul que je voulais faire de la bière. Et j'ai commencé à faire dans un pot sur le feu, dans la cuisine. Ma femme n'était pas contente, mais c'était quand même bien d'expérimenter ça. Et ça m'a appris beaucoup, avec beaucoup de temps, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas de matière première disponible. Donc, c'était assez difficile. Et ça m'a pris peut-être 10 ans pour faire une bonne bière. En apprenant sur le tas et en faisant des expérimentations comme ça dans sa cuisine, il faut quand même une sacrée détermination parce que beaucoup auraient jeté l'éponge bien avant toi. Oui, c'est vrai, mais une fois que tu as la passion, tu es vraiment dans la bière, tu aimes la bière, tu ne sais plus lâcher. J'ai visité avant beaucoup de brasseries. J'ai vu aussi mourir beaucoup de brasseries. Dans les années 70-80, il y avait encore beaucoup de brasseries où le patron avait un monsieur de 80 ans qui continuait encore. Les enfants ne voulaient pas le faire parce que on ne pouvait pas gagner sa vie. Et donc, ce que tu voyais, que c'était un vieux monsieur très passionné qui continuait, qui avait des machines qui dataient d'avant la Deuxième Guerre, souvent. Mais c'était magnifique pour voir ça. Et la qualité n'était pas toujours constante. Mais souvent, quand tu avais une bière fraîche et faite avec des bons houblons frais, c'était magnifique. Donc, c'était beaucoup meilleur que ce que tu trouvais sur le marché. Donc, ça, c'est pour ça qu'on l'a fait, parce qu'on aimait cette qualité qu'on ne trouvait presque plus. C'est en 1994 que débute l'histoire de ta brasserie. À ce moment-là, j'ai décidé que c'était le moment pour me lancer dans l'histoire, parce que je trouvais que ma bière était à ce moment-là assez bonne. Aussi parce qu'il y avait une coïncidence. Il y avait d'un côté un marchand de vin que je connaissais bien qui s'arrêtait et qui avait son embouteilleuse, une petite embouteilleuse manuelle qui était à vendre. Et d'autre côté, il y avait un brasseur où je passais et je lui demandais s'il n'avait pas de matériel d'occasion à vendre. Et il me disait, pourquoi tu veux faire ta propre brasserie? Viens brasser ici. Et tu peux brasser, tu payes autant par caisse, et puis c'est beaucoup plus facile que de faire ta propre brasserie. J'ai commencé comme ça, parce que c'était le chemin le plus facile pour faire ma propre bière, d'aller travailler dans une brasserie et faire ma bière. Donc c'est un système qu'on voit beaucoup maintenant, il y a beaucoup de brasseurs comme ça,
Mais là, c'était assez unique pour faire ça. Et ça, c'était en 94. Donc, à ce moment-là, on a décidé de faire ma propre bière et de la vendre à fur et à mesure qu'on pouvait. Donc, la première année, on a fait 3 brassins de 3000 litres. C'était bien pour commencer. Comment s'est poursuivie cette histoire jusqu'à arriver aujourd'hui à une brasserie qui a produit en 2019 7500 hectos? Ce qui est très typé pour nous, c'est qu'on a d'abord vendu nos bières, surtout à l'étranger. Donc, quand on a commencé en 94, j'avais un client, c'était mon frère, qui faisait encore la commerce de bière. Et donc, je vendais un peu en local. Mais ce qu'on a très vite vu, c'est qu'il y avait des Suédois à notre porte, des Finlandais, des Américains aussi. On a commencé avec 90 hectos. Après quelques années, on faisait quand même 500 hectos, qui était pas mal pour un hobby. Là, on voyait déjà que c'était surtout l'exportation. Nouveaux pays de bière, comme les États-Unis, où on faisait beaucoup de nouvelles brasseries. Aussi, dans les pays scandinaves, il y avait beaucoup de nouvelles brasseries. Et celles-là étaient intéressées pour les pays classiques, traditionnels de la bière. Donc, ça veut dire Angleterre, l'Allemagne avec les Pils et tout ça, et la Belgique avec toute cette énorme différenciation dans les sortes, dans les types de bière. Il y a une sorte de pression quand on s'installe comme brasseur en Belgique parce que c'est un peu le pays de la bière. C'est vrai, mais quand nous on a commencé, ce n'était pas encore le cas. Dans les années 90, il y avait 120 brasseries. Si tu vois, en 70, fin des années 70, il y avait aussi 120 brasseries. Ça veut dire que les vieux disparaissaient encore et de temps en temps, il y avait une nouvelle brasserie. Mais il y avait aussi des nouvelles qui se disparaissaient de nouveau. Donc, ça est resté jusqu'à 120 de 1980 jusqu'à 2010 en fait. Ce n'est qu'après 2010 que ça a explosé. Donc dans cette période-là, bien sûr c'est un risque d'installer une brasserie, mais nous on l'a fait très prudent disons. Donc on était déjà 35, 36 ans, on avait des enfants, donc on devait faire que la ménage tourne aussi. Donc on a toujours fait très prudent et donc investi à fur et à mesure. Et en plus, la brasserie était notre hobby, ça veut dire on ne devait pas en vivre. Donc, ce qu'on gagnait sur la brasserie, on pouvait réinvestir. Et comme ça a commencé peu à peu. Aujourd'hui, la brasserie de Ranc, elle a une image très traditionnelle de la bière belge. Et ça, c'était une volonté de départ, de rester une brasserie terroir? Oui et non. On est classique, mais on n'est pas si classique que tu penses. Parce que si tu vois, quand on sortait la XX Bitter, c'était la première fois en Belgique qui apparaissait sur le marché une bière de 65 IBU. Donc avant, ce n'était pas pensable. La première fois qu'on était sur des festivals avec cette bière, on disait que c'était une bière expérimentale. Et il y avait beaucoup de brasseurs qui venaient boire et ça c'est bien, moi j'aime bien comme brasseur, mais tu ne peux pas vendre ça, c'est impossible. Et puis tu vois maintenant, c'est tout plein de IPA. Donc on a commencé comme ça parce qu'on aimait ça, on aimait l'amertume, surtout l'amertume noble, l'amertume fine. Et puis tu vois maintenant des gens qui disaient « Ah oui, je sais encore ma première XX Bitter, je me disais c'est imbuvable, c'est trop amer. » Et puis maintenant ils disent « Ah ouais, c'est ma bière préférée. » Je ne comprends pas comment j'ai dit ça il y a 20 ans. C'est ça la différence. C'est une bière qui est ancrée dans sa région, dans son pays. Pourquoi est-ce que tu disais tout à l'heure que, au tout début, tu vendais un petit peu en Belgique par l'intermédiaire de ton frère, mais que tu exportais déjà beaucoup? Pourquoi pas avoir voulu inonder le marché belge? Le marché belge, c'est assez difficile. Il faut bien s'imaginer, on est en Belgique avec 11 millions de personnes. Tu vois, c'est New York ou Chicago, c'est un peu plus. Tu vois, il y avait quand même 120 brasseries dans les années 20. Et maintenant, il y a 350, il y a encore 300 brasseurs qui n'ont pas de brasserie. Donc, maintenant, il y a 600 firmes qui mettent de la bière sur le marché. Allez, ça veut dire que le marché belge est très difficile parce que tu dois vraiment travailler le marché. Quand tu vas dans les cafés, le cafetier te dit combien tu vas investir dans ma terrasse, dans combien de publicité tu vas donner, combien de bières tu vas donner. Pendant qu'à l'étranger, ils n'étaient pas intéressés à ça. Les prix de la bière étaient plus hauts, donc ils étaient surtout intéressés pour la qualité. Les étrangers qui viennent ici, ils viennent parce que c'est de la qualité, ils achètent, ils ne discutent pas les prix. Donc le marché belge est beaucoup plus difficile.
Donc si tu veux vendre ici, en Belgique, tu dois mettre quelqu'un sur la route qui visite tous les cafés, qui donne des verres, qui donne des publicités. Donc c'est un marché beaucoup plus difficile. Il faut déjà faire un peu plus, il faut déjà avoir une production qui est plus grande pour pouvoir travailler un peu moins cher parce que tu fabriques en plus grosse quantité. Là, tu peux travailler le marché belge. Si tu es petit brasseur et tu veux travailler le marché belge, c'est pas rentable. Aujourd'hui encore ou les choses ont changé? Non, je pense aujourd'hui encore plus parce que maintenant c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Si tu vas de retour, il y a 20 années, il y avait 120 joueurs. Maintenant, il y a 600 joueurs. Donc c'est beaucoup plus difficile. L'avantage est bien sûr que le marché des bières spéciales est en croissance parce que les gens ont évolué de bières de volume, pils de qualité médiocre, disons, industrielle, pasteurisée, filtrée, pas mauvaise, mais comme ci, comme ça. Et puis jusqu'aux bières spéciales de bonne qualité, les gens veulent dépenser maintenant plus pour une meilleure bière. Et c'est ça toute la différence. Et autant que le marché est en croissance, il y a de la place. Le moment que ça devient saturé, ça change bien sûr. Ça va faire des victimes alors. On va aller visiter la brasserie et tu vas nous expliquer le process, qui est un process que personnellement j'avais encore jamais vu jusqu'ici, parce qu'en fait c'est la bière qui prend son temps. C'est une production qui n'est pas du tout dans une recherche de gain de temps. On est vraiment à laisser faire la bière, à laisser travailler les matières premières pour petit à petit arriver à un embouteillage qui soit avec une bière au top, quoi. Alors tu vas nous expliquer tout ça. On va aller se promener dans ta brasserie. Nino, on se retrouve dans la brasserie, une brasserie un peu particulière. Les cuves sont recouvertes de carrelage. C'est quelque chose qu'on a assez peu l'habitude de voir. Oui, c'est déjà quelque chose qui nous fait rappeler les vieilles brasseries dans les années 50. C'était tous comme ça. Ça n'a pas une grande fonction, c'est juste hygiénique et ça couvre l'isolation. D'autre part, ce qui est très important, ce que tu ne vois pas, c'est le feu nu, le feu direct qui est sur la flamme de la cuve d'ébullition. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on travaille avec des cônes doublons, des fleurs naturelles doublons séchées. Et donc, ça a peu de poids. Si tu mets dans la bière, ça va flotter dessus. Donc, il faut vraiment faire une ébullition forte pour mélanger les fleurs doublons dans le mou. Et pour ça, avec le feu nu, ça fonctionne très bien parce que ça fait une circulation naturelle. Et ce qui est super important aussi, c'est qu'on va faire l'ébullition et après on va couper le feu et on va laisser sédimenter les fleurs doublons dans la cuve d'ébullition sur le fond et après on va extraire le mou par gravité et ça va traverser les fleurs doublons et se filtrer naturellement. Et c'est très important si tu ne veux pas filtrer ta bière plus tard. Donc ici, on va vraiment filtrer le mou sur les fleurs doublons. Ça veut dire qu'il y a un échange encore entre les aromatiques et les amertumes qui sont dans les fleurs. Et en deuxième partie, ce qui sort, c'est du mou clair. On va le pomper dans la fermentation et commencer à fermenter. Le désavantage de ce système, c'est que les fleurs doublons restent dans la cuve. Il y a beaucoup de liquide qui se perd dans les fleurs doublons. En moyenne, si tu mets 1 kg de doublon, tu perds 10 fois le taux de mou. Donc, tu vas perdre au moins 7% de mou sur les fleurs doublons. Et c'est pour ça qu'il y a peu de brasseries qui font ça. En plus, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps d'attente. C'est plus lent. En plus, tu peux brasser qu'une fois par jour. Dans les brasseries modernes, on veut aujourd'hui brasser 1, 2, 3, 4 fois. Il y a des brasseries qui brassent même 16 fois sur 24 heures. Donc ici, c'est vraiment le vieux système. C'est long, mais ça donne une qualité qui est introuvable avec un système nouveau, disons. Pourquoi les fleurs de houblon? Le pellet, c'est pas plus simple? C'est beaucoup plus simple. Si tu travailles en pellet, tu peux acheter quand tu veux. Tu achètes autant que tu veux parce que c'est conservable. Tu peux utiliser maintenant ou dans 5 ans parce que c'est des conserves. Tu vois, c'est comme des tomates en conserve. Tu peux les utiliser dans 20 ans. La même chose avec les houblons en pellet ou en extrait. Avec les fleurs de houblon, tu travailles en saison. Ça veut dire que tu as décidé avec la récolte combien de bières avec cette sorte de houblon que tu vas faire.
Si tu as 9 variétés comme nous, tu dois te décider sur différentes bières combien tu vas fabriquer dans l'année qui vient, dans la saison qui vient. Et puis tu achètes toujours trop ou pas assez, parce que tu ne sais pas combien de bières tu vas fabriquer et vendre. Et donc c'est assez difficile. En plus, tu dois acheter tout en une fois et le mettre en frigo en une fois et le garder pour toute la saison. Donc, ça veut dire que tu as besoin de beaucoup de place, beaucoup d'argent aussi, et des frigos qui sont assez grands pour comprendre tout le blanc que tu as besoin pendant l'année. Et donc, c'est un système complètement différent pour travailler. En plus, tu perds 6, 7, 8% de mou sur les fleurs de blanc. Si tu veux faire une bière bon marché, ce n'est pas le chemin à passer. 9 variétés de houblon, c'est tous des houblons qui proviennent uniquement de Belgique. Ça aussi, ça rajoute un niveau d'exigence supplémentaire? Oui, bien sûr. Ce qui est très important dans ça, c'est nous, comme brasseurs, on est très près de la région où on cultive le houblon, ici à Popering, tout près de la frontière française, pas loin de l'île. On cultive le houblon, ça veut dire qu'on peut visiter les champs de houblon. On peut les voir pousser, voir comment la récolte se passe, et donc choisir aussi les meilleurs lots. Juste avant la récolte, on va dans les champs, ensemble avec le fermier, on choisit les lots qu'on veut. Et donc ça c'est un grand avantage, parce que là, on peut vraiment choisir la meilleure qualité et dire, ce lot-là, je ne veux pas, celui-là, oui. Et donc, ça, c'est un avantage. Si tu veux vraiment offrir la meilleure qualité, il faut choisir la meilleure qualité. Si tu achètes des pellets, c'est un mélange de qualité que tu obtiens. Il y a une très grosse différence, et surtout quand tu travailles avec un système comme nous. Donc, on est très proche avec le fermier, et on travaille ensemble, en fait, un peu dans la saison. Donc, lui, il peut nous dire déjà, en juillet, ça va être très bien pour cette variété, ça va être moins bien pour cette variété. On peut déjà un peu anticiper. Ça veut dire aussi qu'en septembre-octobre, tes frigos à houblon sont pleins pour l'année? Oui, chaque fois qu'on a fait une croissance dans la brasserie, la première chose qu'on doit faire, c'est de réagrandir le frigo de houblon. Parce que là, c'est vraiment un gros investissement et on va garder le houblon toute l'année. Donc, avant, on avait un frigo de 3 mètres sur 2 mètres, et maintenant, on a 2 frigos de 5 sur 5, donc assez grandes. On obtient chaque année entre 4 et 5 tonnes de houblon pour faire notre production actuelle. Et alors, sur des années plus difficiles, comme 2020, 2021, où la production a été freinée à cause de l'épidémie, qu'est-ce qu'ils vont devenir, toutes ces balles de houblon? Oui, ça veut dire qu'on va rester avec peut-être 20 ou 30% de houblon fin de la saison. Et ça veut dire qu'on peut faire un peu de bière acide avec des houblons surannés, comme on dit. Et une partie, on va peut-être vendre aux gueusiers qui font du lambic, par exemple, et qui ont besoin de vieux houblons. Bien sûr, tu vends les houblons à un prix, la moitié du prix que tu les achètes. Donc, c'est une perte. Mais c'est le seul chemin à aller pour avoir la meilleure qualité. Donc c'est un choix qu'on a fait dès le début. Et là, la prochaine récolte, tes frigos seront vides et tu vas les remplir à nouveau? Oui, bien sûr, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est comme un restaurant qui travaille en frais. Tu dois chaque jour remplir tes frigos pour faire le service. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux pas offrir à manger. Une fois que la filtration est terminée sur les fleurs de houblon, que devient la bière? Une fois la filtration sur les fleurs de houblon est faite, le mou va devenir bière en 1 semaine à 10 jours en première fermentation. Donc on va de nouveau faire le vieux système, faire la fermentation en 2 fois. Première fermentation qui va transformer 90% du sucre en alcool et CO2. Et après, la deuxième fermentation au garde dans la cave qui va se passer ici à 16 degrés. Et qui va durer pendant 4 semaines. Donc en total, on va prendre 5 à 6 semaines avant l'embouteillage déjà. Ça travaille. Voilà, ce que tu entends maintenant, c'est le bloop du CO2 qui s'échappe. Donc on fait des cuves de 60 hectos, on met 40 dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mousse dans la première fermentation. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas contrôler la température, on va partir à 20-21 degrés
Et pendant la fermentation haute, ça va monter jusqu'à 28-29 degrés. Ce n'est qu'en été, quand ça risque de dépasser 30 degrés, qu'on va refroidir un petit peu. Et pour le reste, on ne fait pas de contrôle de température. Comme ça, la levure va développer plus de fruité dans la bière. Et donc, à la fin, ce qui va se passer, une fois que la fermentation est presque finie, la fermentation se ralentit et la plus grosse partie de la levure va déjà se sédimenter sur le fond de la cuve. Et à ce moment-là, on va transférer en cave. Donc, on fait une première fermentation, on va se dépouiller de la plus grosse partie de la levure qui a plus de sens maintenant, après la première fermentation, et on va aller en cave avec moins de levure. Ça veut dire qu'il y a moins de développé de goût négatif de la levure morte. Il y a toujours trop de levure. Donc, en première fermentation, tu développes beaucoup de levure. Donc, la levure se multiplie avant qu'elle attaque le sucre et transforme en CO2 et alcool. Donc, après ça, tu as trop de levure. Et cette levure morte peut donner des goûts mauvais à la bière. Si ça reste ici, c'est déjà mieux. Maintenant, dans les brasseries modernes, on ne fait plus ça parce qu'ils veulent gagner du temps. Ici, ça de nouveau le vieux système. Ça prend la première fermentation et puis la garde en cave. Et en cave, une fois dans la garde, on va développer la finesse de la bière, donner du temps et finir la fermentation aussi. Parce que si après en garde, tu refroidis trop, tu vas arrêter la fermentation. Ici, on va rester à 16 degrés environ, température de cave un peu plus. Et donc, ça veut dire que la fermentation va continuer jusqu'au moment qu'il n'y a plus de sucre résiduel fermentable. Donc, ce qui va rester dans la bière, c'est juste non fermentable, sucre non fermentable. Donc, ça veut dire que c'est une bière absolument sec vis-à-vis d'une bière sucrée ou moelleuse qu'on préfère en industrie parce que ça se vend assez facilement. Quand tu pasteurises plus tard, le sucre va rester dans la bière. Donc, ça va donner une bière très sucrée. Ici, on va aller jusqu'au fond, comme une bière brute. Et ça veut dire que les goûts, comme l'amertume, vont sortir beaucoup mieux. Donc, si tu fais une bière avec une amertume qui n'est pas très fine, tu as l'avantage d'avoir une bière un peu plus sucrée. Si tu veux faire une bière très sec, tu dois être sûr que le houblon est bon. Autrement, ça va donner un goût inagréable. Après avoir passé 6 semaines en cave, la bière là est encore plate? Oui, à ce moment-là, la bière est plate. Et donc, très peu saturée. Il y a un peu de CO2, mais presque pas. À 15 degrés dans la cave, il y a environ 2 grammes de CO2 par litre. Et on va augmenter pour saturer la bière pendant la réfermentation en bouteille. En fait, c'est la même méthode champenoise. Dans la champagne, on ajoute du sucre et un peu de levure pour réfermenter en bouteille. Ici, on va faire exactement la même chose avec la bière. On ajoute un peu de sucre. Et ça va être la seule différence, c'est si on met en bouteille, on va mettre 8 grammes de sucre par litre. Si on met par exemple en fût, on va mettre que 4 grammes de sucre par litre parce qu'on peut moins saturer là. C'est ça la différence, mais c'est toujours sans ajout de CO2 artificiel. Donc le CO2 qui est dans la bouteille, dans le fût, vient de la réfermentation. Et ça veut dire que les bulles de CO2 sont beaucoup plus fines. Ça donne une mousse plus crémeuse, un goût aussi différent. Il y a un mot que tu emploies souvent, c'est le mot sédimentation. La bière n'est pas filtrée, centrifugée. Pour aller plus vite dans la fabrication, beaucoup de brasseries ou l'industrie en général a inventé les techniques de filtration comme la centrifuge et la filtration sur des automés par exemple, ce qui avance la clarification de la bière. Mais qui ne veut pas dire que la bière est finie en fait. On va en fait couper un peu le temps de fabrication, raccourcir pour aller plus vite, pour fabriquer moins cher. Et si on va vraiment laisser aller la bière faire son travail, et la levure faire son travail complètement, et donc aller jusqu'à la fin. Donc tu fabriques de la bière plus chère? Oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est la bière qui prend son temps. Oui, c'est la bière qui prend son temps. Il faut faire travailler la nature et ça donne beaucoup de toujours meilleurs résultats que si tu coupes des coins pour forcer, pour aller plus vite. Le résultat n'est jamais la même chose. Les brasseurs industriels ne veulent pas dire ça et c'est normal qu'ils ne veulent pas dire ça, mais c'est quand même vrai, ils le savent. Dans les années 2000, la brasserie de Ranc s'est mise au vieillissement, alors en fût inox et puis plus récemment encore dans des foudres en bois.
nous deux, moi et Guido de Vos, mon cofondateur, on était tous les deux passionnés par le lambic, par les vieilles bières acidifiées, comme tu trouves lambic à Bruxelles, et puis les vieilles brunes d'Audenarde, les vieilles brunes d'ici, Courtrai et Roulers. Et c'est vraiment une chose que tu peux apprendre autant comme brasseur, que c'est vraiment, moi je dis toujours, c'est le jouet du brasseur, parce que tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire avec des bières normales, disons. Et donc, des vieillissements, c'est vraiment quelque chose faut faire avec beaucoup de patience, pas poussé par l'argent, parce que souvent, tu ne peux pas gagner d'argent, mais c'est quelque chose qui est vraiment la nature qui travaille encore des années, le bois qui a une influence. C'est très complexe, c'est un challenge, oui. Qui demande beaucoup de patience, parce que la bière reste combien de temps? Ça dépend, mais en général, le vieillissement est entre 1 et 3 ans. Donc, tu vois, ça veut dire que tu fais un vieillissement entre 1 et 2, 3 ans. Après, tu fais une coupage. Tu fais une coupage de différentes bières, plus jeunes, plus vieux, avec différentes qualités. Et là, tu fais de nouveau un vieillissement en bouteille. Donc, ça veut dire qu'une bouteille de cric, ici, qui sort, c'est minimum 24 mois quand elle sort. Donc c'est vraiment un travail de patience, un travail de patience et de passion aussi. La crique, la vieille brune, tout ça, là on touche à la tradition belge. Oui, c'est vraiment une tradition belge. Si tu vois, on a 3 sortes de vieilles bières en Belgique, et enfin beaucoup plus encore, mais l'origine de ça, c'était qu'avant, c'était pas seulement en Belgique, c'était partout, parce que partout où on produisait de la bière était stockée en bois. Et le bois, c'est jamais stérile. Donc ça veut dire que toutes les bières étaient infectées. Et dans le vieux temps, on vendait les bières assez vite, donc dans l'alentour de la brasserie. Donc elle était bue assez vite. Dans un délai de maximum 2 mois en été et peut-être 3 ou 4 mois en hiver. Donc ça veut dire que quand la bière n'était pas vendue dans ce laps-là, ça devenait plus vieux et donc acidifié, et après on faisait souvent une nouvelle mélange. On faisait par exemple des bières avec ajout de griotte. Si la bière n'était pas assez bonne pour faire ça, par exemple, on laissait vieillir encore plus pour faire du vinaigre. Donc c'était vraiment, la durabilité était déjà là dans le vieux temps. C'est pas quelque chose qu'on a inventé maintenant. Maintenant on vient de réinventer la durabilité, mais c'est vraiment déjà dans toutes les choses qu'on faisait, toutes les techniques de conservation avec acide, avec vinaigre, c'est basé sur ça. Et ça nous ramène à notre histoire de départ, qui est celle de ton grand-père qui achetait la bière en tonneau de bois pour la conditionner en bouteille. Oui, c'est vrai qu'avant la Deuxième Guerre, disons, il n'y avait presque aucune brasserie qui mettait en bouteille. Donc, ils faisaient de la bière et mettaient en bois. Et ça restait en bois. Et c'était livré au café en barrique, aux marchands de bière qui ont commencé, fin des années 20, à mise en bouteille. Et vendre en bouteille. Ce n'est que là que c'est devenu plus populaire en bouteille. Au même temps que les limonadiers sont venus sur le marché, l'eau gazeuse par exemple. Après la Deuxième Guerre, toutes les brasseries, les plus grandes brasseries ont commencé à mettre des lignes d'embouteillage pour automatiser ce travail qui était très dur à faire. Et donc là, sont disparus les marchands de bière qui mettaient de la bière en bouteille en fait. Aujourd'hui, l'embouteillage à la brasserie de Ranc, c'est quelque chose qui va vite parce qu'on est sur une cadence de 6000 bouteilleurs. Quand on a commencé, on avait une petite ligne d'embouteillage de 3000 bouteilles à l'heure. Ça voulait dire que chaque brassin chez nous, c'est environ 12 000 bouteilles. On devait travailler un jour pour embouteiller un batch. Et donc, il y a 4-5 ans, chaque jour de brassage était un jour d'embouteillage. À ce moment-là, on s'est décidé de grandir la ligne d'embouteillage pour faire 6 000 bouteilles à l'heure, donc 12 000 bouteilles par brassin. Chaque brassin veut dire 2 heures sur la ligne. Comme ça, on peut embouteiller 2 à 3 brassins par jour d'embouteillage, et donc ça nous fait prendre plus de temps pour faire autre chose. La dernière nouveauté, c'est la laveuse. Je crois vraiment en durabilité. Et ce qu'on a en Belgique, c'est le système de consignés, de caution. Donc ça veut dire qu'on envoie des bouteilles cautionnées sur le marché et ça revient chez nous. Et puis les bouteilles, pour le moment, on les vend à une autre brasserie qui a une laveuse. Mais moi, je veux laver moi-même parce que je crois dans le futur, caution va venir sur tout, je pense. Ça va venir sur des bouteilles one way, sur des canettes et sur des
bouteilles plastiques, par exemple. Et donc, pour éviter que tout se va dans la nature, il faut faire ça. Et donc, c'est le plus écologique qu'on peut faire, c'est de faire renvoyer les bouteilles à la brasserie, de les laver et réutiliser. Si tu vois une bouteille neuve, si ça coûte 100 €, je dis quelque chose, c'est juste, si c'est 100% du prix, une bouteille lavée va coûter 30%. Donc, c'est nettement meilleur que des bouteilles one way. Dans le passé, il n'y a qu'en Allemagne et en Belgique que le système de caution existe encore, mais je pense que ça va revenir. Et c'est ma croissance et je veux investir en ça. Ouais. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Nino, on attaque avec la saison de Dautigny. Oui, la saison de Dautigny est nommée parce que la saison est typiquement pour cette province de Hainaut, où c'était très rural dans le temps. Les fermes avaient souvent une brasserie pour faire de la bière eux-mêmes, pour offrir aux ouvriers qui venaient dans la saison de récolte. Et donc souvent, ils avaient sur une ferme 100 ou 120 personnes qui travaillaient pendant 8 semaines. Et donc, ils avaient droit sur 3 à 4 litres de bière par personne chaque jour. Donc, ils avaient besoin de beaucoup de bière. Et chaque ferme avait besoin de beaucoup de bière. En hiver, ils n'avaient pas trop de travail. Ils avaient les matières premières pour faire de la bière. Orge, blé, froment, avoine et puis du houblon. Et puis, ils faisaient leur propre bière pour servir aux ouvriers d'été pendant la saison. La saison, tu vois que c'est une bière légèrement ambrée parce qu'on utilise des maltes un peu colorés parce que souvent c'était comme ça sur les fermes aussi. Ils n'avaient pas de malt très peu coloré comme on utilise maintenant pour la pils ou pour faire des bières blondes parce qu'ils maltaient leur même orge. Souvent c'était un peu plus coloré parce que c'est séché à feu nu, à feu qu'on faisait dans les séchoirs. Et donc pour ça on a une robe un peu coloré, ambré. Et puis, ce qui joue beaucoup dans cette bière-là, c'est les houblons. Donc, c'était souvent des bières désaltérantes, ça veut dire légères en alcool, mais bien houblonnées. Et donc, ici, on utilise 4 différents houblons, mais le houblon qui type cette bière, c'est le Styrian Goldings. Le Styrian Goldings qui vient de chez Luc Lagache à Warneton et qui est un houblon très doux, très agréable, très aromatique. Et donc, ça, c'est l'identité de cette bière. C'est une bière de 5,5 degrés qui est bien sûr non filtrée, non pasteurisée et qui donne c'est une bière pour boire, disons. Alors on le verra sur les photos, sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, mais toutes les bouteilles là sont emballées dans un emballage papier, une feuille de papier. Oui. Le papier qu'on utilise, c'est le craft paper, c'est comme le sac en papier pour le pain en fait. Et donc c'est un papier qui est facile à emballer pour emballer les bouteilles. Comme ça protège contre la lumière en fait, parce que la lumière est négative pour le goût. Quand tu mets une bière dans le soleil, après 2 heures, elle est foutue. Hein? Donc, c'est un peu un emballage luxe parce que c'est du travail manuel, mais ça protège bien la bière, surtout les bières amères, contre l'influence de la lumière. Surtout si ça reste quelques jours dans les étagères d'un magasin, ça peut être influencer la bière. Ce que je présente maintenant, c'est la XX Bitter, ou extra bitter, extra amer en fait en français. Et donc c'est une bière qu'on a fait dans les années 96, qui est en fait une bière blonde avec une amertume de 65 IBU, très haute en amertume. Les variétés de blanc qu'on utilise sont les variétés un peu vieux, mais qui donnent un goût très agréable, donc assez balancé. Donc c'est une haute amertume, mais quand même balancée. Et quand on a sorti cette bière, tout le monde me disait oui, tu peux faire cette bière. Moi, j'aime comme brasseur, par exemple, mais tu ne peux pas vendre cette bière. Et après, c'est devenu l'exemple en Belgique pour la bière amère, en fait. Donc, c'est une bière qui n'a pas beaucoup de couleurs de malt coloré. Donc, c'est un goût très franc, doublon. Donc, ce n'est que le goût doublon, mais c'est parce que
la sélection des deux houblons, la Brewer's Gold et la Rothschild Milfruc, ça fait un mariage idéal, comme on dit, un mariage parfait. Et donc ça, c'est vraiment le succès de cette bière qui est notre produit phare, en fait. Santé. Et dans le nez de la bière, tu sens un peu le soufre qui se développe sur influence de tous les houblons qu'on utilise. Il y a beaucoup de tanins des feuilles d'houblon. Dans cette bière, on utilise 10 grammes d'houblon par litre. Si tu sais qu'en moyenne, une brasserie utilise entre 1,5 et 2 grammes de houblon par litre. Donc c'est une bière vraiment très houblonnée. Mais juste par cette sorte, cette variété d'houblon, ça donne quand même une sorte de douceur, rondeur qui est très agréable. Et bien sûr, tu dois aimer l'amertume pour apprécier bien cette bière. Et souvent, c'est quelque chose que tu apprends aussi. Donc, comme les lambics, par exemple, il faut apprendre à goûter ça. C'est comme le camembert ou autre chose très compliqué. C'est des goûts compliqués. Mais une fois que tu es raccroché, tu ne sors plus. Troisième dégustation, la noire de Dautigny. Voilà, on est toujours dans la région, mais la noire de Dautigny est nommée après le malt noir qu'on utilise dans cette bière. Donc, ici dans la bière, on a utilisé 7 différents malts et ça donne beaucoup de couleurs et de complexité, bien sûr. Dans toutes nos autres bières, on est très ancré sur le houblon. Ici, c'est encore houblonné, c'est encore amer, mais parce qu'il y a beaucoup de sucre résiduel des différents malts torréfiés, comme malt black, comme malt chocolat, comme malt cristal et Munich. Ça donne beaucoup de couleurs, beaucoup de sucre résiduel, donc beaucoup de contrepoids pour l'amertume. Et donc après, c'est une bière qui évolue. Donc c'est une bière, quand elle est jeune, qui est assez sucrée. Et donc, parce que la bière est vivante, non pasteurisée, elle évolue dans le temps. Moi, je préfère cette bière après 6 mois jusqu'à 1 an. Mais tu peux aussi vieillir cette bière parce que c'est une bière brune qui peut, en vieillissement, complètement changer de goût et de nez. Donc, c'est des bières très complexes. Ça a été déjeuné un peu entre un bière d'abbaye fort brune et un stout. Donc, c'est ça un peu les qualités des deux, en fait. Et donc, ça donne aussi l'amertume du malt torréfié, ensemble avec l'amertume de l'eau blanc. Et puis ça évolue et dans le temps, ça devient plus... Les goûts se ressemblent, s'unissent un peu plus et ça devient une autre bière. Donc c'est une bière pour chaque fois déguster au moment que tu veux. C'est une bière de 8,5 et qui peut prendre encore un peu de degré aussi en vieillissement. Et tu sens la complexité des maltes dans le nez. Et après, ça a un peu le goût liquoreux, très riche, et ça évolue après. Donc la prochaine bière qu'on va goûter, c'est la cuvée de Ranke. C'est une mélange, c'est une bière de coupage. Le vieux système, quand tu vois en Belgique, il y a 60-70 ans, tu trouvais beaucoup de bières de mélange ou de coupage. Ça veut dire qu'on laissait vieillir de la bière d'un côté, d'autre côté, on trouvait des bières plus jeunes et on coupait les deux ensemble. Souvent, c'était du lambic, par exemple, avec une bière normale, disons, qu'on coupait pour obtenir un meilleur goût. Et ici, c'est le même système. Donc, c'est une bière qu'on a fait nous-mêmes, une bière ambrée qu'on a fait vieillir en foudre et partiellement en inox aussi. Et puis, après plus d'1 an, on fait une coupage et on achète du lambic ou on fait du lambic nous-mêmes. Et on mélange les différentes sortes pour obtenir une nouvelle assemblage où il y a beaucoup de bactéries, de levures sauvages qui se développent. On ne va jamais rien ajouter, donc c'est juste par la nature que ça se développe et donc ça prend du temps et un peu de connaissance des différentes bières et le vieillissement, connaissance de coupage. C'est en fait un autre métier que d'être brasseur. Donc tu fais des bières pour le vieillissement et tu coupes avec. Ça revient un peu au métier du vigneron qui va faire des assemblages pour obtenir un peu le vin idéal. Voilà, c'est plutôt ça que tu fais un assemblage et le moment que tu fais l'assemblage, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et donc ce n'est qu'après 6 mois en bouteille que tu commences à voir
où ça va finir. Et donc, c'est bien, au moment bon, c'est pas si important. C'est de suivre son intuition pour arriver à quelque chose de naturel. Dans le nez, vous avez des nez de lambic, des nez très complexes, fruités aussi. Comme tu dis, on peut découvrir des fruits, des noisettes aussi, un peu de tout. C'est très compliqué. Donc, des bières comme ça, tu goûtes comme un grand vin. Tu goûtes de temps en temps, et au moment que c'est bon, tu dois vider la bouteille. Donc, ce qu'on va ouvrir maintenant, c'est la Kriek Drank. C'est en fait une évolution sur la cuvée Drank. La cuvée, pendant que la cuvée n'est pas une bière avec des fruits, ici, on va ajouter des griottes et les macérer dans la bière pendant 6 mois. Donc, on a une interlude, comme on dit, et on met la bière sur des griottes pendant 6 mois, et ça va faire que tous les sucres des griottes vont se fermenter aussi. Donc, ça va donner un peu plus d'alcool, et ça va devenir une bière très sec. De nouveau, vraiment comme un brut. Si tu mesures le sucre, tu vas retrouver presque rien. Pendant que les kriek en Belgique, c'est connu, il y a des kriek très sucrés. Souvent, c'est de la bière, 50% de bière, 50% de jus de fruits qu'on met ensemble et on pasteurise et c'est prêt. C'est de la kriek aussi. Et de l'autre côté, vous avez ça, qui est vraiment très sec, une bière qui est complètement fermentée et qui est très riche en goût de griotte, en couleur aussi, mais qui ne donne pas le sucré. Et entre les deux, tu as toutes des sortes de kriek que tu veux, plus industrielles ou moins industrielles. Et c'est intéressant pour voir l'évolution de toutes ces différentes bières. Quand tu es amateur de kriek, tu vois la couleur qui est vraiment fruit. Et dans le nez, tu as ce fruité, mais qui est encore plus présent parce que là, vraiment le nez de griotte ici. Et ça donne une douceur, mais aussi une acidité qui vient après. Donc c'est vraiment un kriek brut, comme on dit. Goût fantastique. Il n'y a plus rien à dire. Merci à Nino Bassel et à toute l'équipe de la brasserie de Rank pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie de Rank. Pensez à partager cet épisode autour de vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli et vous pourrez interagir directement en écoutant le Podcapsuleur. Et puis si cet épisode vous a plu, dites-le aussi en soutenant le Podcapsuleur, et pour cela, rendez-vous sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.